Si vous vous intéressez à l'évolution de la société, vous n'avez pas pu rater ChatGPT. ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle, mais finalement, tout le monde utilise ces termes, il y a plein d'articles qui sortent, mais on ne sait pas précisément ce que c'est. Moi, j'ai traité plusieurs fois d'IA sur ce podcast, mais avec mon invité du jour, Victor Storchman, on va parler de plein de sujets. C'est quoi donc l'IA? Comment ça se construit? Pourquoi on parle autant de ChatGPT? Est-ce que c'est juste la partie émergée de l'iceberg et qu'en fait en dessous il y aurait énormément de choses? C'est quoi les impacts géopolitiques entre les États-Unis, la Chine, l'Inde, mais aussi l'Europe? Est-ce qu'une IA elle peut s'adapter à l'incertitude? Est-ce que ça va remplacer les capacités cognitives humaines? Comment on gère les biais cognitifs à l'intérieur de cette IA? Bref, vous allez voir, c'est une conversation qui est extrêmement accessible et qui va vous donner énormément de recul sur ChatGPT et consorts. Je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Victor. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Très très bien, merci. Bon, on va parler d'un sujet qui fait énormément parler en ce moment, qui s'appelle ChatGPT, mais en fait on va parler d'IA de manière plus générale, donc d'intelligence artificielle. C'est un sujet que j'ai déjà pas mal traité sur ce podcast et dont on parle depuis un petit moment. En réalité, c'est pas un sujet nouveau, mais j'ai l'impression que ChatGPT, ça a un peu changé la donne. Peut-être la question première, c'est quoi l'IA, mais rapidement, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont une bonne idée de ce que c'est. Et pourquoi on parle autant de ChatGPT? Est-ce que c'est vraiment un game changer, quoi, quelque chose qui change la donne? Alors, sur la question de définition, c'est vrai que, en fait, c'est une vraie question puisque il n'y a aucun expert qui s'accorde sur une définition particulière de l'IA. On peut dire que c'est la capacité des machines à effectuer des tâches au niveau de ce que peut faire un humain ou mieux. Ce qu'on voit quand même, que c'est une question qui donne vraiment beaucoup de fil à retordre, par exemple, aux législateurs, sur tous les textes de régulation de l'IA, où en fait, il y a une problématique qui revient plusieurs fois sur la définition. Et les experts en fait ne se posent même plus la question et se définissent en fonction des sous-domaines de l'IA, des types d'algorithmes ou des types de tâches qui sont faits qui sont faits par ces systèmes. Et donc c'est vrai qu'au départ c'est un terme qui a été introduit par Marvin Minsky et John McCarthy en 1956. Lors d'une école d'été, et en fait ce terme est un peu marketing et vient en opposition pour se démarquer de la cybernétique et pour pouvoir donner une nouvelle impulsion à ce domaine. Sur la seconde question, c'est vrai que ChatGPT, c'est l'incarnation d'un nouveau paradigme et de la fulgurance technologique, algorithmique qu'on est en train de vivre actuellement, où en fait on s'est aperçu qu'en passant à l'échelle, donc en scalant les datasets et les modèles d'IA, c'est-à-dire un nombre toujours plus grand de paramètres. On en est à des centaines de milliards de paramètres, de petits boutons qu'on va tourner pour ajuster le modèle. On obtient des capacités nouvelles, dites d'émergence de ces systèmes, qui sont très surprenantes et qui font que ces systèmes ont donc de nouvelles capacités. Et donc oui, ça marque quand même un vrai changement dans la nature de ces systèmes. Même si la technologie sous-jacente des modèles de langue, language model, est là depuis un certain nombre d'années. Alors on va y aller doucement, parce qu'en fait je pense que l'idée aussi pour cet épisode, et on a le temps, c'est de comprendre ce que c'est, mais aussi les enjeux de ChatGPT, mais j'utilise ChatGPT en sachant très bien que c'est la partie émergée de l'iceberg, et en fait on va parler aussi de toute la partie immergée, parce qu'en fait c'est la partie qui me semble la plus intéressante, enfin je sais pas si c'est la plus intéressante, mais en tout cas qui permet de mieux comprendre l'intégralité de ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux nous rappeler, donc est-ce que c'est vraiment une intelligence, l'intelligence artificielle? Est-ce que ce terme-là il te pose problème, ou
Alors, dans intelligence artificielle, c'est vrai qu'en fait, les deux mots posent problème, et intelligence et artificielle. Intelligence, je pense que tout le monde comprend pourquoi ça pose problème. C'est vrai que c'est un peu, on veut un espèce d'anthropomorphisme où on veut une analogie avec l'intelligence humaine. Les systèmes actuels, même si ils s'inspirent de loin des processus biologiques, ont rien à voir avec eux. Et ensuite, artificiel pose aussi un problème. Donc ça, c'est des travaux qui ont été vraiment documentés par des gens comme Kate Crawford ou Antonio Casilli. Pour produire ces systèmes, on a besoin encore de beaucoup de données labellisées, et donc de gens qui viennent sur des plateformes labelliser énormément de données. C'est souvent des tâches qui sont externalisées, et donc il y a de l'intelligence humaine pour produire ces systèmes. Et peut-être qu'on peut préciser aussi, parce qu'en fait, quand on réfléchit à l'IA, il faut aussi peut-être expliquer comment ça marche. Donc en fait, en gros, c'est des bases de données, d'informations, qui sont ce que tu disais, donc labellisées par des humains. Donc il y a de l'intelligence humaine qui est intégrée à ce moment-là. Et en fait, plus la base de données est large, plus on va comme utiliser l'expression, cette IA, elle peut se nourrir, apprendre, etc. Ce qu'on appelle du machine learning, c'est ça, je me trompe pas? Alors, sur l'entraînement, comment est créé en fait un système comme ChatGPT? La base du système, c'est justement un modèle de langue. Et donc là, pour le coup, ça va être fait de manière totalement non supervisée. Donc les datasets, en fait, on peut s'imaginer ça comme du scrapping, c'est-à-dire qu'on va aller agréger une grande partie des textes qui sont sur Internet. Et parmi les textes qui sont sur Internet, il y a une grande partie de réseaux sociaux. Ça pose problème, on y reviendra plus tard. Et on va apprendre à ce langage de base à prédire le prochain mot. En fait, on n'est même pas au niveau du mot, on est au niveau de ce qu'on appelle un token, donc des parties de mots. Et donc dans la phrase, on masque un mot, on masque un token, et puis on demande au modèle de le prédire. Et donc c'est complètement supervisé de manière automatique, puisqu'on sait le mot qu'on a caché. Donc ça donne le modèle de langue. On fait ça sur des énormes systèmes. Et ensuite, pour ChatGPT, on va ce qu'on appelle faire deux autres entraînements supplémentaires. D'abord, on va faire un entraînement supervisé, on va lui donner des tâches à faire, et on aura justement là des gens qui auront labellisé des bons exemples de réponses qu'on va lui donner et qu'il va apprendre. Et ensuite, on va lui faire générer plusieurs textes, et on va demander encore une fois à des humains de classer ces textes selon tout un tas de critères. Est-ce que le texte répond bien, par exemple, à une expérience de dialogue, dans le cas de ChatGPT? Est-ce que le texte présente du contenu toxique ou pas? Et une fois qu'on a tous ces classements, en fait, on va pouvoir apprendre un autre modèle pour scorer ces textes qui ont été générés par le modèle. Et ensuite, on va réentraîner le modèle avec ce nouveau modèle de préférence utilisateur qui donne des scores aux textes qui ont été générés par le modèle de base, pour pouvoir, on appelle ça, l'aligner sur les préférences humaines, sur les préférences des utilisateurs. Donc c'est vraiment ces trois couches successives qui sont à l'œuvre dans la production de ChatGPT. Alors j'ai posé une question, je suis pas sûr que tu aies la réponse, mais ça m'interpelle. C'est qui ces humains qui apprennent aux machines? Alors, ils sont où, c'est qui ces gens? C'est qui et ils sont où? En fait, c'est deux questions qui sont très très pertinentes. Donc les boîtes, ce qu'on appelle donc providers de systèmes d'IA comme OpenAI, qui est à l'origine de ChatGPT, ou d'autres, utilisent en fait externalisent cette partie-là, donc des sous-traitants qui sont des plateformes qui vont se charger de recruter ces humains. Et en général, ils sont pas du tout dans la même région. C'est souvent donc du travail précaire. Donc beaucoup de plateformes recrutent, par exemple en Afrique. Et dans le cas de ChatGPT,
c'est une étude, je crois, du Time qui a révélé que ça s'est fait principalement au Kenya, où ces travailleurs étaient payés $2 de l'heure pour effectuer ces tâches. Je ne suis pas très surpris en même temps. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on est en train d'utiliser des gens précaires pour les rendre encore plus précaires. Enfin, c'est la sensation que j'ai quelque part. Tout à fait. C'est vrai que, en plus, ils sont soumis, si on leur demande, par exemple, ce qui a été le cas pour ChatGPT, de classer du contenu toxique avec toutes les catégories de contenu toxique qu'on peut imaginer. On se doute bien que non seulement la tâche est mal rémunérée, mais qu'en plus, d'un point de vue psychologique, ça peut avoir de vrais impacts. Et donc, on voit en fait clairement une, disons, dissociation entre globalement le nord dans lequel est produit les systèmes d'IA et puis le sud dans lequel on veut un peu cacher cette partie de l'entraînement de l'IA qui nécessite vraiment de l'humain. C'est intéressant de voir que donc, ce sont des sous-traitants, on ne fait pas trop de pubs, le grand public n'est pas trop au courant de toute cette économie qui est pourtant indispensable au développement de ces systèmes. C'est fou. Alors peut-être tu peux nous expliquer, et je pense que c'était important qu'on parle de ça malgré tout, donc je suis très heureux qu'on ait touché le sujet. Ce que ça permet de faire ChatGPT, en fait, c'est très étrange parce que c'est tellement large qu'on n'arrive plus très bien à le... Enfin, en tout cas, moi, j'arrive plus très bien à le catégoriser. Je travaille avec un apprenti, donc, et clairement, on a parlé ensemble de comment ça pouvait faire tes devoirs écrits. J'ai un pote qui a un restaurant et en fait, il m'explique à quel point il utilise ChatGPT pour définir ses menus, pour savoir combien il va y avoir de personnes, les commandes qu'il doit passer, etc., etc. J'ai une copine qui me dit j'ai utilisé ChatGPT pour gérer la relation avec ma mère parce qu'elle a un profil psycho, je sais pas quel est le profil psycho de sa mère, mais enfin ça lui a permis de trouver des réponses et en fait elle s'est rendue compte qu'elle gérait mal la relation et du coup ça lui permet d'améliorer la relation avec sa mère. Donc en fait c'est hyper large. Ouais, et c'est effectivement ces capacités d'émergence et de pouvoir réaliser très bien des nouvelles tâches. En fait, donc, quand on a entraîné ChatGPT, on lui a fait voir un certain nombre de tâches et il se trouve qu'avec le nombre de données qu'il a vues et avec la taille du modèle, il est capable de pouvoir effectuer de nouvelles tâches. Donc, l'expérience actuelle là de ChatGPT, c'est du dialogue, mais en fait, c'est basé sur une technologie de translation, de traduction d'un papier de Google de 2017 où au départ, on traduisait donc une tâche de l'anglais vers, disons, le français, du français vers l'anglais, etc. Et puis, les chercheurs se sont rendus compte que finalement, on pouvait traduire d'autres choses, par exemple des séquences d'ADN en configuration de protéines, du langage naturel anglais en langage de programmation, et que donc cette architecture de modèle pouvait être généralisée à un très grand nombre de tâches et qu'en fait, pour une des premières fois, un même modèle pouvait effectuer plein de tâches. Le paradigme de l'IA, c'était de dire qu'un modèle était très spécifique et performant sur une tâche, et en dehors de ça, il ne comprenait pas. Là, on passe à un niveau où on peut lui faire réaliser d'autres tâches. Et tu peux le personnaliser en plus. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas mis les doigts dedans, tu peux définir. Par exemple, tu peux dire écris une lettre à mon avocat en utilisant un ton plutôt peut-être pas jovial, mais plutôt sérieux, Enfin, tu peux définir le ton, tu peux définir plein de choses. Et c'est ça qui rend le truc aussi très proche de ce qu'un humain pourrait faire. Oui, tout à fait. Et donc là aussi, en fait, l'expérience que les gens ont ressenti pour la première fois était vraiment game changer pour eux. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'on a eu dans les mains, c'était non pas un produit, mais une démo. Et c'était très intéressant de voir la communication d'OpenAI à ce propos, et de Sam Altman, donc le CEO, qui expliquait que lui-même n'utiliserait pas
qu'il fallait utiliser ChatGPT comme un toy, comme un jouet, et qu'il ne l'utiliserait pas pour des tâches un peu risquées, à haut risque. Et donc, on a cette impression, et à juste titre, de très grande performance de ces systèmes. Ensuite, ils ont encore beaucoup de limitations, beaucoup de défauts. Par exemple, de pouvoir ce qu'on appelle halluciner, c'est-à-dire dire des choses complètement fausses, mais sur un ton extrêmement affirmatif. Et donc là, il va y avoir un problème effectivement à régler qui n'est pas réglé scientifiquement encore, de savoir comment soit lui apprendre à avoir un ton un peu plus, disons, mesuré, soit à pouvoir s'updater de nouveaux contenus pour ne pas tomber dans ce travers de soit mentir ou fournir des informations fausses. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on regarde des études ou des papiers sur ChatGPT, on voit il a passé le barreau à New York, il a passé le truc de médecin, il a plein de diplômes, en tout cas il y arrive. Est-ce que ça c'est réaliste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est complètement... Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas du tout surprenant. Encore une fois, il faut se rappeler qu'il a vu tout Internet. Donc si on nous donne... disons, les capacités de processing de ces systèmes, plus tout Internet. Et dans tout Internet, il y a certainement tout le code pénal, etc. Il est capable de les recracher. Bon, ça, c'est pas si surprenant que ça. C'est le fameux papier Stochastic Parrot, donc perroquet stochastique, qui était le qualificatif pour désigner ces modèles il y a quelques années, en disant qu'en fait, on pouvait les voir comme des énormes bases de données qui recrachaient les données qui avaient été enregistrées, qui avaient été apprises. Maintenant, on n'en est plus à ça. On a passé une étape suivante. On peut les voir, j'aime bien prendre l'exemple du compilateur. Donc un compilateur en informatique, c'est quoi? C'est le moyen de processer du code un peu haut niveau pour le traduire en un fichier qui est exécutable, compréhensible par la machine pour performer une tâche. Et donc en fait, c'est l'idée de Karpathy, donc un ingénieur, disons, star de la Silicon Valley, qui est passé par OpenAI, Tesla, puis de nouveau maintenant OpenAI, qui dit que l'anglais devient le nouveau langage de programmation. Donc on va programmer un ordinateur, on va lui demander d'effectuer des tâches en langage naturel. Donc là on voit qu'on est bien au-delà de ChatGPT et juste d'une expérience de dialogue, et qu'on va pouvoir faire effectuer des tâches à la machine, non pas en programmant avec des langages dont on avait l'habitude, le C, le Python, JavaScript, etc., mais en anglais ou en français, ou en langage naturel. Alors, ce que tu dis, c'est que malgré tout, il faut se méfier des réponses que donne ChatGPT, donc c'est pas un blanc-seing, et c'est ce que dit le CEO de ChatGPT. Et en même temps, je pense que comme il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aujourd'hui déjà, en fait, qui le testent, du coup, ça enrichit la machine. Une question que je me pose, parce qu'il y avait eu une expérience malheureuse il y a quelques années de Microsoft qui avait lancé une AI et les gens l'avaient utilisée, avaient essayé de la cabosser, et effectivement, à la fin, du coup, elle insultait, elle disait des choses racistes, etc., etc. Pourquoi c'est pas le cas avec ChatGPT? Alors ça, c'est également une très très bonne question. Donc le cas de Microsoft que tu cites, je crois que c'était en 2016, et c'est ce chatbot qui, pas à la fin, mais vraiment après 2-3 jours, commence à citer Hitler, etc. Sans avoir même été vraiment subi ce qu'on appelle des attaques adverses, c'est-à-dire des gens qui veulent essayer de faire cracher, disons, au système des textes qui du contenu toxique. Plus récemment, fin de l'année dernière, on a eu l'exemple de Galactica, donc un système de Facebook ou Meta qui devait synthétiser de la recherche, des papiers de recherche, qui a commencé, pareil, à produire du contenu avec des fausses informations, etc.
et donc le système a été déconnecté très très vite. Et là, pour la première fois, en fait, OpenAI est arrivé à produire une démo, un prototype qui a passé toutes ces barrières, toutes ces limitations et qui a réussi à déployer cette technologie sans qu'il y ait de scandale majeur. Et en fait, ça, pour moi, c'est une des plus grosses prouesses de OpenAI qui a de manière très empirique et très itérative réussi à comprendre quels étaient les processus, les filtres à mettre en place de manière très fine pour pouvoir arriver à cette expérience. Alors là, on a déjà eu des gens qui ont réussi, notamment dans la version qui a été déployée par Microsoft, qui n'est pas de ChatGPT, et Microsoft a un peu, disons, rushé pour... Parce que Microsoft a investi, hein, juste pour... Ils ont pas acheté, je crois pas, OpenAI, mais ils ont investi, je sais pas combien de milliards. Tout à fait, ils avaient investi une première fois en 2019 1 milliard, et ils viennent de remettre 9 milliards, donc 10 milliards en tout, et ils ont ce partenariat avec OpenAI. En fait, chaque gros provider de modèles d'IA a signé un partenariat avec un clouder, donc que ce soit Google et Anthropic, ou que ce soit ici OpenAI et Microsoft. Et donc, ils ont eu accès, non pas au modèle, mais certainement à la méthode. Donc, il y a encore beaucoup de spéculations à ce propos pour savoir qu'est-ce qui est intégré effectivement dans Bing. Mais ce qui est certain, c'est que toute la couche de sécurité, de filtres, de sanitizer, pour être sûr que le modèle se comporte de la bonne manière et soit bien aligné avec ce qu'on veut lui faire faire, c'est pas du tout la même couche que ChatGPT. Et donc, on voit qu'en fait, ils ont déjà subi énormément d'attaques ou de gens qui ont réussi à passer outre un peu tous les filtres, tous les systèmes de protection qui ont été mis en place. Et c'est vrai qu'en fait, comme ça bénéficie de l'intelligence collective, les gens très très rapidement peuvent déployer des espèces d'attaques adverses pour pouvoir faire crasher au modèle ce qu'on n'a pas envie de lui faire dire. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement, simplement, comment une IA peut recracher justement les textes d'Hitler? C'est parce que, en fait, si je comprends bien, je l'explique avec mes mots, mais tu vas me dire après, tu vas pouvoir me corriger. En fait, comme c'est du machine learning, donc en fait, la machine, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher de la donnée sur Internet. Et après, elle apprend en fonction des interactions qu'elle peut avoir. Et donc, si tu la nourris, entre guillemets, comme un enfant, admettons, ou si tu lui dis des choses, tu lui parles d'Hitler toute la journée, au bout d'un moment, il va ressortir ce mot assez naturellement. Et une IA, c'est un peu la même chose, sauf qu'elle réfléchit pas naturellement. Donc, en fait, elle va avoir tendance à reprendre ce que tu lui as appris, finalement. C'est ça? Oui, et en fait, le nouveau paradigme maintenant, c'est que sur le première couche d'entraînement, donc la prédiction du prochain mot, qui est fait de manière automatique, elle est faite sur des centaines de térabytes de données. Et donc, on ne contrôle pas ce qu'on a dans les datasets. Ouais. Non seulement on ne les contrôle pas, mais en fait, c'est prouvé qu'ils peuvent être sujets, lorsqu'on collecte ces énormes datasets, à de la manipulation. On peut, ce qu'on appelle poisoning, donc on peut injecter des contenus juste avant qu'on récupère les données pour pouvoir insérer des backdoors dans le modèle. Et donc en fait, les données, la taille des données est tellement massive qu'on ne peut pas contrôler. On utilise des heuristiques un peu simples pour essayer d'enlever certains contenus, mais c'est vrai que c'est tellement massif qu'on ne peut pas contrôler tout le contenu. Et donc le modèle va lire énormément de contenu toxique. Et donc ensuite, il y a besoin de rajouter certains filtres et soit de rajouter certains filtres, soit d'essayer de trouver des techniques d'apprentissage pour essayer d'aligner le modèle sur certaines valeurs. Mais alors, justement, et c'est marrant parce que j'étais en train de me dire, ça c'est marrant parce qu'on n'a même pas exactement défini ce que ça pouvait faire ChatGPT. J'ai donné quelques exemples, mais je vais y revenir après parce que juste là, la question que je me pose, on a beaucoup reproché aux technologies et aux personnes qui les développent d'avoir des biais cognitifs extrêmement forts. Tu parles de valeurs, mais comment on peut définir ce que c'est les bonnes valeurs
En fait, tu le sais sans doute aussi bien que moi, il y a eu plein de problèmes avec les femmes et les voitures, et en particulier les airbags. Il y a eu plein de problèmes avec les appareils photo et les personnes de couleur, en particulier les noirs, parce que le contraste n'est pas assez bon. Il y a eu plein de problèmes comme ça, parce qu'il y a plein de biais cognitifs qui ont été insérés de manière malencontreuse. En fait, c'était pas volontaire, je pense pas. Comment on peut s'assurer qu'il n'y a pas de biais cognitifs? C'est quoi les bonnes valeurs pour ChatGPT ou pour de l'IA qu'on souhaite développer? Alors, tout à fait. En fait, ça, le problème, c'est un problème de qui décide, de concentration de la technologie. Alors, c'est vrai que d'un point de vue purement technique d'abord, il y a maintenant des méthodes qui permettent de pouvoir aligner un modèle sur des valeurs. Donc, on va donner certains concepts, on va lui donner des exemples. Il va pouvoir généraliser à ça. On va même pouvoir inscrire donc dans le prompt, donc dans la console avec laquelle on interagit avec le modèle. On va pouvoir lui dire de demander un texte qui soit honnête, qui ne heurte pas, sans contenu toxique. Et ça, on voit que la différence entre si on lui demande une telle chose versus si on ne lui demande pas, le texte sera plus aligné avec ce type de valeur. Ensuite, qui choisit les valeurs? Et on voit qu'à l'heure actuelle, il y a eu plein de démonstrations et d'exemples pour montrer en gros que ChatGPT était plus ou moins aligné sur les valeurs de progressisme de la Silicon Valley versus celles des républicains américains, etc. Et donc ça, c'est la problématique de déploiement de l'IA qui est éminemment politique. Et donc c'est vrai que ça pose un problème si on a une concentration du savoir-faire pour la production de ces systèmes entre la main de quelques acteurs qui, eux, seront en mesure de décider pour les autres. Et c'est forcément, donc, tu parlais démocrates républicains, mais c'est aussi des blancs qui sont, enfin majoritairement en tout cas, plutôt des hommes majoritairement en tout cas, mais aussi des personnes qui vivent à l'Occident, qui ont un système de valeurs qui est très différent de ce que, par exemple, on peut trouver en Asie ou sur le continent africain. Enfin, ça a aussi des biais qui sont énormes. Même si la Chine développe par ailleurs, enfin je veux dire, ça pour le coup, mais la Chine c'est pas le Japon non plus, donc. Tout à fait, et la Chine a d'autres problèmes en fait avec ChatGPT, c'est plus dur d'imposer de la censure, comme on contrôle moins. De la même façon que c'est difficile d'avoir des bons filtres pour filtrer tout le contenu toxique ou ces phénomènes d'hallucination des modèles, pour aligner le modèle sur la vision du Parti communiste chinois. De la même manière, c'est compliqué et ça va. Des analystes disent que ça va très probablement ralentir l'innovation des grandes boîtes tech chinoises qui seront soumis à un contrôle. C'est hyper intéressant. Ouais. J'avais pas du tout envisagé ça, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de méta-problèmes, finalement, des problèmes qui sont très hauts. Ça permet de faire quoi, ChatGPT? Tu disais c'est multitâche. Moi, j'ai donné quelques exemples, mais est-ce qu'on peut le définir d'une manière ou d'une autre? Alors, le définir par les exemples et les tâches qu'il peut réaliser, c'est assez infini. Alors, ce qui se passe maintenant, ce qu'on voit très concrètement sur les utilisations actuelles de ChatGPT, y a une espèce de loi de Pareto, c'est à peu près 80% pour l'instant d'usage, donc justement très peu risqué, comme marketing digital, pub, aide copywriting, c'est-à-dire aide au drafting, à l'écriture, tout à fait. Que ce soit, donc on a vu un cabinet d'avocats, en l'occurrence je crois luxembourgeois, établir un partenariat avec OpenAI pour produire des drafts sur leurs problématiques juridiques. C'est potentiellement infini. Mais bien évidemment, ce qui est adopté le plus vite, le type d'applications qui sont adoptées le plus vite, c'est les applications qui ne présentent pas de risque. Donc, la pénétration de ces systèmes dans les industries régulées, type finance, santé ou éducation, va prendre un peu plus de temps. Mais c'est potentiellement extrêmement
des gains de productivité absolument sidérants. En gain de productivité, une application qui marche très très bien, c'est pour justement les programmeurs, pour aider à la production de code. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que le type d'utilisateur qui utilise actuellement ce type de modèle, donc c'est pas ChatGPT, mais sous-jacent, c'est le même type d'infrastructure, c'est les codecs, les GitHub Copilot. Le type de personnes qui utilisent ça, ce sont des programmeurs très seniors, les meilleurs programmeurs qui sont capables, grâce à ces systèmes, d'accroître encore plus leur productivité. Et alors, la question qui vient derrière, parce que évidemment on a beaucoup parlé des étudiants qui pouvaient faire leurs devoirs, etc. Donc ça a des impacts sur comment on peut qualifier la qualité d'un étudiant si on n'est plus capable de lire ses copies, parce qu'on ne sait pas très bien. Et je crois qu'il y a une prof de philosophie qui a fait l'exercice de prendre des copies d'étudiants et prendre des copies écrites par ChatGPT. Elle n'était pas capable de faire la différence et elle obtenait des notes assez moyennes finalement. C'était pas les meilleures notes, mais c'était des bonnes notes. En tout cas, ça passait le truc. Donc il y a ce truc-là, mais moi plus profondément, je t'ai parlé quand t'es arrivé de cette vidéo, parce que moi je suis beaucoup plus vieux que toi, qui était sortie en 2014, qui s'appelait Human Need Not Apply, pour les gens qui veulent regarder. Donc les humains n'ont pas besoin de need not apply, n'ont pas besoin de postuler. Et à l'époque, donc c'était il y a quasiment 10 ans, donc 9 ans précisément, cette vidéo elle avait fait un tollé. Parce que ça montrait comment l'IA allait remplacer toute une série de jobs. Tu parlais des avocats, ils en parlaient aussi. Parce qu'en réalité, l'IA, ça part pas en vacances, ça tombe pas malade, ça fait pas de pause café, c'est hyper objectif. Donc en fait, ça permet de faire une multitude de tâches que finalement, on a plus besoin des humains pour le faire. Alors, en règle générale, moi déjà, je ne crois pas du tout à n'importe quel type de grand remplacement, que ce soit humain par machine, etc. Ce qui est sûr, c'est que on peut être complètement sidéré par ces gains de productivité et c'est vrai que l'innovation a toujours été une source de crise pour les domaines qui vont se faire remplacer. On peut citer, on voit beaucoup en ce moment d'articles écrire que pour l'IA, ChatGPT, c'est le moment iPhone. Voilà. Et donc pour l'iPhone, qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, quand il a été introduit, ça a détruit énormément d'emplois, par exemple chez Nokia, mais à côté, ça a ouvert le champ des possibles sur le marché des applications de téléphone qui vaut aujourd'hui des milliards de dollars. Non, vas-y, continue. Pardon. Non, et donc c'est vrai que il y a ces cycles disons, schumpeteriens classiques. Quand une innovation arrive, elle déplace des emplois. Ensuite, la problématique, c'est la formation des employés pour pouvoir se saisir de cette technologie et pour pouvoir être accompagnés pour se reconvertir. Mais ça rappelle un peu le ludisme en Angleterre du 19e siècle, où on appelait les briseurs de machines face à l'arrivée des métiers à tisser qui avaient extrêmement peur d'être remplacés. Mais donc c'est un phénomène, ou disons une des préoccupations qui sont pas nouvelles. Ensuite, ce que montre vraiment la recherche actuellement, c'est que la combinaison, le couple, la coopération homme-machine, c'est ce qui produit les meilleurs résultats. Quand on met, par exemple, un radiologue avec une intelligence artificielle qui va pouvoir commencer à scanner, analyser certains résultats et qu'on lui demande de valider, d'ajouter sa couche d'expertise pour un diagnostic, c'est ça qui très clairement donne le meilleur résultat. Pareil en finance, un analyste M&A qui va pouvoir, selon les types de boîtes, les caractéristiques de type de boîte ou type de deal, va être plus ou moins
performant par rapport à la machine, là où la machine, par exemple, va traiter des deals classiques, l'analyste va être meilleur, plus performant sur certains événements rares, quand il faut prendre un contexte un peu inattendu, par exemple le Covid, que la machine n'aura pas eu le temps d'ingurgiter. Mais alors, en fait, j'ai deux questions. La première qui est assez simple et rapide, et la deuxième qui est, à mon avis, qui va intéresser plus les gens. Quand je t'ai montré cette vidéo, tu m'as dit, ah oui, 2014, donc c'était avant 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? C'est ma première question. Donc c'était après 2012. Ouais. En 2012, en fait, c'est le pivot pour le deep learning, donc vraiment la technologie qui est à la base de toute la vague d'innovation qui vient d'arriver. C'est le moment où on voit que le deep learning a explosé et a des capacités phénoménales à traiter des types de données qu'on dit non structurées, c'est-à-dire du texte ou des images. Ça a commencé par des images et en fait en 2012, c'est une compétition qui avait lieu depuis des années, qui s'appelle ImageNet, où on avait donc des scientifiques à Stanford et Princeton collecter une énorme base de données et c'était une compétition où les chercheurs venaient tester leur modèle pour faire de la classification d'images. Il y avait plus de 1000 catégories et on benchmarquait comme ça les systèmes. Et un élève d'un chercheur canadien qui s'appelle Jeff Hinton a proposé ce nouveau système de deep learning qui a complètement explosé tous les scores précédents. Et donc là où le deep learning, qui en fait avait été introduit depuis les années 90 par Yann LeCun, etc., pour la première fois, ils ont montré que ça pouvait vraiment passer à l'échelle et avoir, dans des conditions sur des datasets très concrets, très réels, des performances incroyables. Donc deep learning, c'est quoi? C'est le fait de... Parce que si je traduis de manière littérale, c'est apprendre de manière profonde. Donc c'est aller dans des bases de données très, très, très larges, c'est ça? Alors, c'est pas tant les bases de données que le type d'architecture de modèle et le type de façon d'entraîner. C'est on peut voir ça de manière imagée comme des couches successives de neurones qui vont pouvoir extraire des données, des représentations qui sont utiles pour une tâche donnée, mais ces représentations, elles n'ont pas de sens interprétable pour un humain, ce qui en fait... produit certaines limitations très, très concrètes, mais donc ils se comportent en fait comme des super extracteurs de caractéristiques, de features à partir des bases de données pour pouvoir ensuite réaliser une tâche. Et alors la deuxième question que j'avais et qui est plus profonde, c'est si tu avais... bon, toi, tu es jeune et c'est ton métier, donc voilà, mais si demain, tu avais un gamin de 16 ou 15 ans qui venait te voir et qui disait, alors du coup, vers quoi je dois me diriger? Quel genre de job? Parce que moi, j'ai des amis qui aujourd'hui apprennent à coder, mais de ce que je comprends, dans ce que tu me dis, en fait, apprendre à coder aujourd'hui, c'est-à-dire que tu n'es pas dans les seniors... ça sert à rien parce qu'en fait ton job finalement une IA le fera mieux que toi, à moins que tu deviennes vraiment vraiment très très bon et que dans ce cas-là tu es capable d'améliorer encore plus via l'IA, mais là ça demande un engagement qui est très particulier et je sais pas si quand tu te lances tu peux y arriver, mais ça va avoir des impacts sur les métiers. Vers quoi tu dirais qu'il faut se diriger? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'on aura encore pendant un long moment besoin de programmeurs. En fait, on va avoir différents niveaux d'abstraction et on n'a pas encore d'IA, c'est certainement le futur, qui ne nous génèrent plus juste un contenu, mais vont pouvoir se comporter comme vraiment des agents qui vont pouvoir effectuer des tâches. Commande-moi mon repas préféré sur mon application de repas préféré. Commande-moi un ticket pour partir au Brésil. Et donc, l'IA va comprendre qu'il faut faire potentiellement le visa, la valise, etc., préparer les choses. Et ce qui n'est pas le cas actuellement, où on a vraiment juste un output qui est textuel ou d'image. Ensuite,
pour ce qui est des métiers, les prédictions sont c'est extrêmement difficile de faire un peu de futurologie. Et on voit en fait tous les grands experts qui se sont complètement trompés. Si justement un adolescent de 15 ans était allé voir le même Geoff Hinton, donc à l'origine de Grandes Avancées, qui est prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique, en 2015-2016, il prédisait que d'ici à 5 ans, on n'aurait plus besoin de radiologues. Parce que l'IA le ferait mieux. Et on voit du coup ex post que ça ne s'est pas du tout révélé être le cas et que ces systèmes aident, mais vraiment, encore une fois, en coopération avec la machine. Donc la futurologie est assez compliquée. On a sur cette courbe exponentielle d'innovation certaines lois de passage à l'échelle qui s'appellent scaling law, qui permettent de généraliser un peu pour prédire la performance des systèmes dans les prochaines années. Mais ces lois sont pas très fiables. Elles sont assez empiriques. Et à l'inverse, on a aussi pareil des inverse scaling law, donc des lois de passage à l'échelle inverse, où on voit tout un tas de phénomènes qui sont mieux réalisés par des modèles plus petits. Donc c'est vrai que en termes on a aussi beaucoup d'études qui prédisent régulièrement que 50% des emplois seront complètement remplacés par la machine à horizon 2025, 2030, etc. Quand on regarde par le passé, ça ne s'est jamais passé comme on l'a prédit. Donc tout ça pour dire que je pense que je m'abstiendrai et je lui dirai de faire ce qu'il a envie de faire. Bonne sortie. Il y a Alexandre Pachulski, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui est un docteur en IA aussi, et qui est venu sur ce podcast, qui m'a dit en fait, l'IA, ça nous oblige à devenir plus humains. Parce qu'en fait, ce qu'une IA ne saura jamais faire, si tu prends l'exemple des médecins, c'est d'annoncer à un patient qu'il a une maladie. Ce qu'une IA, ce que me disait Aurélie Jean, ne saura jamais faire, c'est recevoir quelqu'un et lui dire bonjour et le mettre à l'aise quand il arrive dans un bâtiment, par exemple. En fait, il y a des métiers comme ça qui sont très centrés sur des valeurs très humaines, l'empathie, peu importe les valeurs humaines, mais des choses que l'IA ne saura jamais vraiment reproduire en réalité. Non, mais tout à fait. Alors, sur ça... de la même manière, dans les prédictions, on s'est un peu trompé, ou dans les années 2014-2015, on disait de la même manière que la créativité serait quelque chose fondamentalement humain et dans l'art, on ne pourrait pas remplacer l'humain, là où on voit que de la même façon, ce n'est pas un remplacement, mais les systèmes génératifs d'images, type DALL-E, etc., sont extrêmement... performants pour venir produire des images, du contenu pour illustrer soit des journaux, soit des pubs, du marketing, etc. Donc, et de la même façon, là, on voit l'expérience de dialogue qui est très très bonne, dans la manière d'interagir, de converser avec les humains. On est quand même assez bluffé. On a du mal, on n'a pas du tout parlé d'évaluation des systèmes, mais c'est très important et c'est quelque chose c'est une question ouverte scientifiquement de comment on évalue ces systèmes pour les comparer, pour savoir quel est leur degré de performance. C'est pas du tout clair, même scientifiquement, parmi la communauté de recherche. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne prendrai pas le pari que d'ici à quelques années, on n'ait pas des systèmes qui puissent vraiment nous bluffer de ce point de vue-là. On a vu Blake Lemoine, donc un ingénieur chez Google, qui, il y a quelques mois, en interagissant avec le modèle de langue de Google qui s'appelle Lambda, a écrit qu'il pensait qu'il avait une conscience, etc. C'est bien évidemment pas le cas, mais le fait qu'un ingénieur qui est au fait de la technologie puisse écrire ça montre à quel point quand même ça peut parfois dérouter.
Ça fait penser à ce film, forcément on a dû poser la question 1000 fois, mais tu sais, Heure, où tu as cet homme qui a une relation amoureuse avec une machine en fait. Est-ce que ça c'est... Parce qu'à l'époque quand le film est sorti, tout le monde disait mais c'est complètement fictionnel, ça n'arrivera jamais, etc. Et dans ce que tu décris, tu te dis en fait peut-être possiblement dans quelques années. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est tout à fait possible. En fait, dans l'évolution de l'IA, le but affiché des, si je simplifie, gourous de la Silicon Valley, c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, qui pour l'instant n'est qu'une hypothèse, qui est des systèmes capables d'effectuer des tâches avec le même niveau de performance que les humains, d'avoir une représentation, une compréhension du monde absolument parfaite et de pouvoir agir sur le monde pour effectuer tout un tas de tâches. Donc c'est une hypothèse. Pour l'instant, il n'y a pas de recette pour y arriver. Quand on interroge la communauté d'experts, ceux qui sont vraiment très très proches, il y a des opinions extrêmement différentes sur la temporalité, la date à laquelle on pourrait arriver à ce niveau d'IA. La médiane, je crois, les experts disent environ 2040. Elon Musk a dit 2029. Il n'y a pas de consensus, forcément. Elon Musk. Mais avant ça, on aura des améliorations des systèmes qui seront déjà phénoménales avant même d'atteindre ce stade, disons, ultime. Hein. Bien sûr. Tu disais tout à l'heure, et je t'ai pas repris, tu m'as dit on en parlera tout à l'heure, tu parlais de l'apprentissage via les réseaux sociaux en disant c'est un problème, et on va parler un peu des limites. C'est quoi le problème du fait que l'IA apprend via les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux... on sait que ça génère des énormes bulles cognitives, qu'on peut y trouver tout un tas d'informations, de désinformations, de campagnes de propagande, sur lequel, fondamentalement, le réseau va apprendre. En fait, c'est un canal unique, un réseau social, dans lequel on trouve de l'information, de la désinformation, de l'opinion, etc. Et en fait, tout ça est mélangé et ça donne une espèce de soupe dans laquelle, quand cette donnée est plongée dans l'immensité de la base de données sur laquelle le modèle va apprendre, le modèle, lui, ne saura pas faire la différence entre s'il voit Wikipédia ou s'il voit une opinion hyper radicale de quelqu'un qui a posté sur un réseau social. Donc on a beaucoup parlé de ChatGPT. Tu as parlé un tout petit peu de DALL-E, donc DAL, D-A-2-L, plus loin E, DALL-E, un peu comme Wall-E, pour ceux qui ont vu le film, qui génère des images en fonction de tes besoins. Est-ce que tu peux nous sortir de donc ChatGPT, la partie émergée, est-ce que tu peux nous faire rentrer rapidement quand même dans cette partie immergée de tout ce qui peut arriver, de tout ce qu'on ne voit pas au grand public en fait ? Sur DALL-E ? Non, pas sur DALL-E, de manière générale, dans toutes ces évolutions d'IA, tous ces trucs qui, toi, pas te marquent le plus, ou te choquent le plus, ou qui te semblent, qui te font des wow effects, en fait, mais qui ne soient pas ChatGPT. Donc, tout ce qu'on ne voit pas, en fait, finalement, dans la médecine, dans différents secteurs. Ah, en exemple, oui. Non, c'est vrai que dans tous les secteurs qui sont des industries de la connaissance, comme la finance, comme à un certain point aussi la médecine, toutes les applications, disons, à haut risque, il y a potentiellement des choses absolument formidables qui peuvent être mises en place, à ceci près que autour du modèle brut, il faut pouvoir avoir une couche de sécurité, de fiabilité pour s'assurer que le déploiement soit effectué de la bonne manière. Et ça, en fait, ça reste quand même assez largement un problème ouvert sur lequel il y a de plus en plus de recherches, de travaux qui sont effectués. Mais si on regarde le ratio entre les chercheurs qui travaillent sur ces problématiques de trustworthy AI, d'alignement, de sécurité et de fiabilité de l'IA par rapport
aux chercheurs qui travaillent à l'entraînement des systèmes, c'est vrai que le ratio est très très faible. Mais en fait, moi j'ai en tête par exemple la capacité à prédire les cancers. C'est-à-dire qu'en fait on va être capable, la machine va être capable en fonction de ton état, de ton métabolisme, de se dire dans 5-6 ans, il est très probable que tu développes ce cancer, donc il faudrait que tu fasses ci et ça. Donc ça c'est aussi quelque chose que je pense que les gens n'ont pas en tête en fait. Oui, et la problématique c'est si la machine est prescriptive, quel est le rôle de l'humain ? D'abord pour contrôler que le diagnostic de la machine est le bon. Ensuite, ça change quand même beaucoup la chaîne de responsabilité. Et donc, de la même manière, vraiment, la façon dont on déploie l'IA, encore une fois, c'est éminemment une façon politique, surtout dans nos démocraties libérales. Et donc, il y a besoin collectivement de pouvoir débattre, délibérer de la façon dont on veut déployer ces systèmes. Mais dans l'absolu, effectivement que ça peut être absolument révolutionnaire dans la manière dont on va se soigner dans les futures années. Si on déploie ces systèmes correctement dans la gouvernance de ces modèles. Je vais te parler de politique et de géopolitique. Juste avant, donc on a parlé de DALL-E. Je pense que tu as mentionné GitHub Copilot. Tu peux nous expliquer, alors, donc DALL-E, j'ai expliqué rapidement, mais tu peux peut-être repréciser. Et tu peux nous expliquer ce que c'est que GitHub Copilot ? Ouais. Alors, DALL-E, c'est un système qui génère des images à partir de texte. Donc, le dataset, il y a eu aussi là un changement de dataset dans la manière dont on collecte les données. Avant 2021, si vous voulez, on prenait des grandes bases de données d'images et puis on les faisait annoter pour décrire, avoir la description de l'image en texte. Et ce qui est arrivé maintenant, c'est qu'on s'est dit c'est trop limité, on peut atteindre que quelques dizaines de millions d'images dans la quantité des bases de données. Il nous en faut beaucoup plus. Et donc, on va, pareil, aller venir prendre tout ce qu'on trouve en images sur Internet. Et en fait, quand les images sont sur Internet, elles ont ce qu'on appelle attaché un alt texte, c'est-à-dire une caption, un texte descriptif de l'image, si jamais l'image s'affiche mal, ou par exemple pour des gens qui sont malvoyants mais qui peuvent lire du texte. Et donc, en faisant ça, de la même manière, on contrôle moins et on arrive par contre à collecter beaucoup plus d'images. Donc là, c'est des centaines de millions d'images, voire des milliards. Et tu peux créer des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, je crois que c'était un chien avec une tête de licorne sur un nuage, donc tu peux demander n'importe quoi. En fait. Et en fait, donc, le système sous DALL-E, c'est pas la même architecture que l'architecture pour les textes qui est basée sur Transformer. C'est ce qu'on appelle Diffusion Model. Bon, ça, c'est de la technique. Mais ce qui fait qu'ils vont interpoler en fonction des images qu'ils ont vues. Donc, interpoler, c'est-à-dire mixer différents contenus et on peut demander d'appliquer certains styles et de faire des compositions qui sont tout à fait originales. Et GitHub Copilot ? Et alors GitHub Copilot, pour le coup, c'est la même architecture qui est sous-jacente à ChatGPT, sauf que ça a été entraîné sur du code. Donc c'est vraiment en langage naturel, on va lui demander soit de réviser, d'éditer du code, de débugger du code. Et en fait, il a vu donc GitHub, c'est ce qu'on appelle repository, un espèce d'inventaire de base de données où tous les programmeurs viennent stocker leur code. Et donc, il a vu tout ça. Et dernier mot de définition avant de passer sur la géopolitique, le prompt engineering. Alors, le prompt engineering, en fait, le prompt, c'est, si tu veux, la console via laquelle on va interagir avec le modèle. Et selon la manière dont on tourne la phrase ou l'instruction, le modèle va lire cette instruction et donc va sortir un résultat qui peut être différent. Et donc, le prompt engineering, c'est pas du tout quelque chose de scientifique. On a des règles un peu empiriques. C'est de l'art pour savoir comment on tourne la phrase de la meilleure manière pour que le système nous sorte
un résultat qui soit le meilleur possible. Il y a une grosse limitation dans ce prompt, c'est qu'actuellement, en fait, on a une taille de texte en entrée qu'on peut mettre qui est, disons, assez limité. Dans les futures évolutions de ces systèmes, ça va exploser. Donc on aura tu peux prendre un exemple pour que ce soit plus clair? Ouais. Par exemple, je veux produire un résumé de texte, et au lieu de lui demander est-ce que tu peux me résumer ce texte, je vais lui dire tu es un expert en géopolitique et je veux que tu me résumes ce texte pour un diplomate de haut niveau. Ou à l'inverse, je vais lui dire tu es un professeur et je veux que tu me résumes ce texte pour un élève de 12 ans. Et en fait, si on lui dit ça, et donc il y a plein de techniques. Le tu es un expert, c'est vraiment une technique qui a prouvé que ça donnait des meilleurs résultats. On peut lui rajouter aussi je veux que ce soit fait de manière honnête, etc. Et selon toutes ces petites techniques de formulation, le résultat va changer significativement. Et ça peut se faire dans toutes les langues? Et ça peut se faire dans toutes les langues. Donc je te parlais un petit peu de géopolitique, tu as parlé de politique et tu as dit que c'était éminemment politique. On voit bien que il me semble, à t'écouter, ça me semble assez évident que ça va changer la donne pour énormément d'entreprises, énormément d'industries. Aujourd'hui, on a beaucoup de chercheurs en IA français qui travaillent aux US. L'Europe, en fait, est un peu le parent pauvre parce qu'en fait, moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est les États-Unis, évidemment, la Chine, avec les limitations que tu as données. Il y a des excellents ingénieurs en Inde. Est-ce que ça va reconfigurer l'échiquier politique ou l'échiquier géopolitique, cette IA? Oui, tout à fait. En fait, je pense que ça a déjà commencé. En tout cas, les tensions se cristallisent, par exemple, entre les États-Unis et la Chine sur les semi-conducteurs les plus avancés qui sont absolument critiques, indispensables pour l'entraînement des IA. On voit déjà, il y a des multiples exemples qui montrent que c'est déjà en train de reconfigurer la gouvernance mondiale sur ces sujets, le type de différents partenariats qui sont organisés ou les sujets sur le numérique qui sont poussés dans les sommets internationaux comme G20, G7, etc., montrent que ce sujet-là a émergé au top niveau des décideurs politiques mondiaux parce que c'est un vrai bouleversement en termes de capacité. C'était la phrase qui est fameuse maintenant de Poutine de 2017 qui disait le leader en intelligence artificielle va dominer le monde. C'est un peu ça, quand on voit même au niveau des chercheurs sur les licences de modèles, par exemple en Chine, de certaines grandes universités qui disent que le modèle ne peut être utilisé contre la souveraineté nationale chinoise ou contre les intérêts chinois dans une licence classique de modèle d'IA. Quand on voit aussi, par exemple, en Corée du Sud, quand ils annoncent dans les communiqués de presse leur nouveau modèle de langue, ils expliquent très clairement que c'est aussi une manière de défendre leur souveraineté. Quand on regarde en France, par exemple, dans les... je ne sais pas comment ça s'appelle, la lettre de mission, disons, de l'INRIA, qui est donc l'Institut d'informatique en France et qui a donc une lettre de mission qui est définie avec le gouvernement. Il y a, depuis 2019, très clairement écrit cette ambition de fonctionner, d'incarner aussi un élément de la souveraineté en France. Et donc c'est vrai que ce qu'on voit dans le jeu, la structuration internationale et le rapport de force, c'est très largement un dialogue entre la Chine et les États-Unis dans laquelle l'Europe a un peu un espèce de rôle de modérateur. On essaie d'avoir de l'influence via la régulation, ce qu'on appelle l'effet Bruxelles, et les différents textes réglementaires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas déléguer la production de modèles et de l'IA et des produits aux autres et nous faire les règles pour ne pas utiliser ces produits. Donc,
fournit aussi. On a des ingénieurs français extrêmement brillants sur le dernier modèle de langue qui a été annoncé par Meta. Il y a, je ne sais plus, une dizaine de polytechniciens qui ont participé et qui sont d'ailleurs, je crois, pour une bonne partie dans les labos français. Ce qu'il faut maintenant, c'est que ces mêmes talents dans la Silicon Valley, pareil, il y en a énormément, puissent avoir l'opportunité. C'est très bien qu'ils aillent travailler, et je l'ai fait moi le premier dans des boîtes internationales. Il faut aussi qu'on puisse proposer l'opportunité d'avoir une industrie qui puisse proposer des challenges excitants pour ce type de profil. Et puis il y a des budgets aussi, parce qu'en fait, les États-Unis et la Chine, pour ne prendre qu'eux, ils investissent de manière tellement plus massive que les pays européens sur ces domaines-là, qu'en fait, c'est quasiment impossible de suivre, non ? Enfin, il me semble. C'est 5 fois plus. La Chine et les États-Unis, c'est 5 fois plus que l'Europe en termes d'investissement. Ensuite, il y a aussi un aspect très culturel, au-delà de l'investissement, sur la prise de risque du venture capital qui... en Europe et en France, a quand même plus tendance à se porter sur de l'innovation d'usage, de changer certaines applications et pas forcément de rupture, d'aller vraiment à la base sur la technologie de base pour pouvoir construire ces briques qui sont indispensables et ces fondations sur lesquelles on construit les usages. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est passionnant parce qu'en fait, je pense que c'est un sujet dont beaucoup de gens parlent mais que peu de gens maîtrisent. Et donc là, j'espère qu'on a fait un tour. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas s'il y a des sujets qui te semblent... qu'on n'a pas touché, mais qui pour des néophytes, hein, on n'est pas en train de parler à des chercheurs en IA. Hein. Je pense qu'on a fait un très bon tour, absolument. Je vais te poser cette question que je pose de manière systématique sur le podcast, évidemment. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Non, je pense que il faut globalement ouvrir la porte à l'innovation, et quand j'écoute tout le bruit, disons, médiatique, et puis les analyses aussi médiatiques françaises sur ChatGPT, on a souvent tendance à être un peu d'abord sidéré et puis ensuite dans une attitude un peu craintive vis-à-vis de ces technologies. Alors c'est vrai qu'il faut être lucide, mais aussi c'est extrêmement important de pouvoir s'enthousiasmer face à ces gains de productivité qui peuvent être absolument fantastiques. Donc ouvrir la porte à un certain optimiste vis-à-vis de la technologie. Parfait, merci beaucoup Victor. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.